Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Claude Pont. Jean-Claude Pont a écrit 7 ouvrages, Le vrai, le faux, l'incertain. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Jean-Claude Pont, il fait partie des ce qu'on appelle climato-réalistes, autour d'autres personnes comme François Gervais, Christian Gerondeau, etc. Sauf que Jean-Claude Pont, tout comme moi, est suisse. Alors Jean-Claude Pont est aussi historien des sciences, mathématicien, enseignant, il enseigne aussi la physique. Il a, il me semble, un CV très riche pour pouvoir, d'une certaine manière, nous expliquer, nous contre-expliquer ce qui se passe autour du dit réchauffement climatique. Alors bonjour Jean-Claude Pont, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est toujours agréable de parler de choses qui nous ont beaucoup mobilisés, de savoir qui a été acquis avec beaucoup de difficultés et qu'on a de la peine à faire passer. Donc c'est une bonne opportunité. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être poser le décor, si j'ose dire, car il me semble qu'il y a une certaine complexité du sujet. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il me semble un débat très vif et on est presque sur le sujet presque de pas du climat, mais même de la religion, puisqu'on ne peut pas contredire le réchauffement climatique. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter un peu le décor, la complexité du sujet? Bon, d'abord, voulais peut-être vous expliquer comment je suis arrivé à m'occuper de cette question et c'est assez important pour comprendre la suite. C'était vers 2010, j'ai entendu dans une émission de radio une dame qui répétait, j'avais presque chronométré 15 fois par minute: «Réchauffement climatique, réchauffement climatique». J'en avais jamais entendu parler, je me suis dit: «Bon, c'est possible». Et puis, compte tenu de mes intérêts scientifiques notamment, sociétal aussi, sociétaux, j'ai commencé à gratter, à lire un peu, à regarder et plus j'avançais et plus, j'étais dérangé, plus, la chose sentait mauvais si vous me passez cette expression et donc j'ai commencé à travailler, à faire des conférences et puis de fil en aiguille, j'ai fait ce livre et maintenant des lettres d'information pour mes anciens lecteurs, pour les nouveaux lecteurs et aussi pour toute personne qui pourrait être intéressée parce que c'est le livre qui est actualisé. Alors maintenant la complexité. Alors la complexité, elle est due à l'objet lui-même, parce qu'il interviennent quantité de considérations très différentes et apparemment sans lien les unes avec les autres et avec le sujet. Il y a le ciel lointain, l'univers lui-même qui nous envoie des rayons cosmiques, des particules hautement énergétiques qui ont une influence considérable sur les nuages de basse altitude, qui sont décisifs dans l'étude du climat. Si on se rapproche un peu, on a ensuite le soleil lui-même, évidemment, la chaleur vient, l'énergie nous vient euh, entièrement presque du soleil. Euh, il a des influences gravitationnelles sur l'orbite de la Terre, c'est-à-dire qu'on peut s'éloigner, on s'éloigne, on se rapproche du soleil. Il a des influences gravitationnelles aussi sur l'axe de la Terre, qui le fait osciller. Enfin, et donc tout ça modifie le problème du climat. Ensuite, il y a, si on se rapproche encore, il y a l'atmosphère. L'atmosphère, c'est fait de gaz qui interagissent très différents, qui interagissent les uns avec les autres, qui échangent de l'énergie. Il y a les orages qui dispersent dans l'atmosphère des quantités incroyables d'énergie. Et si il y a les nuages, j'ai fait allusion tout à l'heure, les nuages, notamment ceux de basse altitude, qui sont le cauchemar du climatologue. Ils ne savent pas, on ne sait pas les modéliser. Et tout ce qu'on ne sait pas modéliser ou ce qu'on ne sait pas mesurer, on le considère comme négligeable. Et ça, c'est une des fautes majeures qu'on peut reprocher aux travaux d'aujourd'hui. Ensuite, si on descend encore d'un étage, on se rapproche encore davantage de nous, sur la Terre, c'est la Terre du géographe, si vous voulez, il y a des montagnes, il y a des volcans, comme le dernier qui s'est remis en vie et qui a envoyé dans l'atmosphère des quantités incroyables de vapeur d'eau qui vont modifier
d'une certaine manière notre climat en augmentant la température. Il y a les océans, les courants marins, l'interface atmosphère-océan, c'est un élément décisif, central dans l'évolution du climat. Et puis, ces courants marins, on les connaît mal. On en connaît certains très bien, comme le Gulf Stream, mais les autres, on ne sait pas vraiment les évaluer et ils interviennent. Euh, les montagnes, les glaciers, évidemment, les glaciers constituent aussi un élément qui participe à modifier le climat. Ça, c'est la complexité scientifique dans les grandes lignes. Ensuite vient un deuxième type de complexité qui n'apparaît pas très fréquemment dans les problèmes scientifiques, c'est le côté sociétal. Il se trouve que le climat a une influence sur notre vie, nous perturbe, peut nous perturber, nous améliorer notre vie. Et le GIEC et l'obédience giesienne, comme je préfère dire, s'en est emparé. Et donc, ce volet sociétal a une influence désastreuse parce que la science s'éloigne doucement et on est complètement dans l'idéologie politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens, l'obédience giesienne aussi, qui sont d'excellents scientifiques et qui travaillent d'une manière raisonnable. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toute l'obédience. Voilà un peu pour la complexité Alors, double alors complexité. vous parlez justement à l'instant du GIEC. Peut-être pourriez-vous faire un bref rappel de ce qu'est le GIEC, peut-être pourquoi est-ce qu'il a été créé et fondamentalement aujourd'hui, pourquoi pose-t-il un problème aux vrais scientifiques, si j'ose dire? Alors, d'abord, GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est là déjà la première manipulation qu'on peut reprocher à cette obédience, puisque l'expression originale, c'est IPCC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'experts panel. L'obédience va se perfectionner dans la fabrication d'expressions qui, mine de rien, en l'occurrence, donnent une crédibilité qui n'est pas a priori dans le panel de l'IPCC. Donc maintenant, le GIEC, pourquoi a-t-il été créé? C'est assez cocasse. Il faut commencer par situer le contexte de la création du GIEC. La période, ce qu'on ne sait pas ou qu'on a oublié parce que la mémoire concernant la météorologie ou le climat ne va pas très loin, on considère que pour les événements ordinaires, c'est 3 à 4 ans. Il faut de grands événements pour que la mémoire porte l'événement avec sécurité. Donc la période 45, 50, disons 80, a été une période de grand rafraîchissement, de refroidissement. J'ai des textes que j'ai publiés, Newsweek de 1978, par exemple, Times de 1975, qui révèlent le grand souci des météorologues, pensant qu'on allait vers une ère glaciaire, une période glaciaire. Et le GIEC naît en 1988. C'est quand même intéressant. Je voulais juste vous lire un mot de Le Roi Ladurie que nous allons rencontrer plusieurs fois par la suite. 51 septembre, période de rafraîchissement. On peut l'exemplifier par le grand hiver de février 56, tuant les oliviers et laissant derrière lui une traînée de 8000 morts, ou par le très grand hiver de 62-63 avec 30 000 morts additionnels, l'hiver du siècle 62-63, etc. Donc c'est une période très froide, alors que, et là on est déjà au cœur du problème, alors que le CO2 continue de monter. Donc l'augmentation de CO2 est
n'est pas corrélé directement, mais je vous dirai après d'autres éléments sur l'évolution des températures depuis 1905, rapidement de 1850 à 2020. Et on verra bien qu'il y a des distorsions, des non-corrélations entre les deux. Donc le GIEC est créé à ce moment-là. Il est créé par la volonté, c'est un G7 qui a lieu à Toronto en 88, c'est Margaret Thatcher et un Premier ministre canadien dont j'ai oublié le nom, j'ai peut-être son nom à quelque part, Brian Mulroney. Et avec les 7 pays les plus industrialisés, ils décident de créer cette institution. Euh, ce qu'on tient, et on peut le trouver sur Internet, du ministre de l'Environnement de Margaret Thatcher, qui nous dit pourquoi elle a créé, pourquoi elle a insisté là-dessus. Pour faire très vite, elle a de gros problèmes avec les mineurs, donc le charbon lui pose des problèmes, elle préfère le, le nucléaire, elle apprend que le CO2 pourrait avoir une influence, etc. Elle commence à, à offrir de l'argent à des chercheurs qui se penchent là-dessus. Et quand on est payé pour trouver des choses, on les trouve, on les trouve plus volontiers. Donc, cette institution, il y a aussi Ronald Reagan qui est dans l'affaire. Et les deux décident, ce qui est pour le malheur de l'institution, qu'il ne faut pas laisser la main aux scientifiques. Et ça devient assez rapidement une entreprise autoritaire, gouvernementale. Les choses démarrent à peu près de cette façon-là. On a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Il y a des histoires, des ouvrages d'histoire entiers sur la naissance du GIEC. Donc, retenons, c'est 1988, avec ensuite des événements importants pour son histoire, notamment le sommet, je voulais dire un mot du sommet de Rio de Janeiro en 1992. C'est là que des grandes décisions se prennent, 195 pays, 2500 représentants, beaucoup de fonctionnaires. Les scientifiques ne sont pas les majoritaires dans ce genre de choses. Une convention qui est signée avec la conférence des parties, la COP, qui va commencer à partir de là, avec la célèbre de 2015, celle de Paris qui prendra les décisions ultimes, 1 à 5 degrés, 1,5 à 5 degrés de température pour l'année 2100. Ce qui est important et qui montre déjà la marche vers l'idéologie, si elle n'est pas complètement installée, c'est qu'aucun événement scientifique ne justifie ce changement de cap. Ce fait que, alors qu'on n'a pas encore de mesures, alors que personne n'a encore véritablement travaillé scientifiquement sur ces questions, on lance cette affaire et on voit bien là déjà le côté en tout cas politique, une volonté politique, c'est pas une volonté scientifique puisqu'on n'a rien qui nous permette on sort d'une période très froide, il n'y a rien qui nous permette de justifier ça. Et c'est à ce moment-là que Fred Singer, qui est un climatologue de premier ordre, en 2006, il crée la NIPCC, non intergouvernementale organisation, et il écrit « Il n'y a pas de preuve convaincante que le climat global se réchauffe actuellement ». Je vais encore… Oui, oui. Peut-être deux remarques là pour qu'on comprenne. Peut-être, alors pour certains ça paraîtra évident, mais quelles sont les thèses, je dirais, fondamentales du GIEC? Et peut-être dans un deuxième temps, peut-on, parce que là on a parlé du réchauffement, mais peut-on
vraiment parler du réchauffement de manière générale, de manière globale, et appliquer ce terme à l'ensemble de la planète. Car il me semble que là, il y a déjà aussi une certaine malhonnêteté de la part du GIEC de parler de réchauffement global au niveau de la Terre. Je suis complètement d'accord. On voit partout que les parties du globe se diversifient par leur façon de réagir à des modifications de température. Il peut faire très froid à un endroit, un refroidissement, un réchauffement ailleurs. D'ailleurs, il y a un autre problème majeur, c'est l'idée même de la température moyenne, qui, selon moi et selon beaucoup, est vide de sens. Je fais une métaphore mauvaise, mais disons que pas du tout scientifique. Disons que l'hémisphère sud est à 60 degrés, à plus 60 degrés, l'hémisphère nord à moins 30. La moyenne est zéro, ça ne veut rien dire. Ni pour les uns, là j'exagère un peu, mais pour montrer qu'il y a des difficultés. D'ailleurs, quand on voit comment se font les mesures de température, j'ai une de mes lettres d'information, la première ou la deuxième ou troisième, montre que les stations, ce sont des stations des États-Unis qui ont servi de base, que le 60 ou 70% de ces stations ne sont pas adéquates. Certaines, d'abord, on en a déplacé un certain nombre, on les a abaissées, on les a mises en plaine alors qu'elles étaient en altitude. D'autres sont la situation de la ville ayant changé. Tout d'un coup, ces stations sont au voisinage d'éléments qui chauffent. Il suffit d'aller voir en ville comment ça se passe. Dans certaines d'entre elles, on a trouvé l'émetteur qui transmettait les informations qui étaient à côté du thermomètre. Ça abonde encore dans votre doute, mais j'ajoute des informations qui sont importantes. Les stations à partir desquelles on a fait les mesures qui ont conduit à la base du réchauffement sont viciées. Elles ne sont pas adéquates et vous trouverez ça dans les lettres d'information, montre tous les détails. Il y a les photos de ces stations. Quelqu'un qui a fait cette étude en détail, il y a les photos de ces stations avec les défauts de ces stations. Donc, vous avez raison, je l'ai fait assez vite de mettre en doute l'idée même d'un réchauffement global. Alors peut-être revenons sur les thèses du GIEC. Oui, Fondamentalement, quels sont peut-être les points vraiment centraux de désaccord que vous et d'autres avez avec le GIEC, qui visiblement aussi n'est plus dans la science, mais dans l'idéologie? alors il y a trois thèses. Les trois thèses fondamentales du GIEC sont un réchauffement moyen de 0,7 degrés en 120 ans. Ça, c'était la base de 2005. Maintenant, les données ont changé. Mais c'est sur cette base-là qu'on a fait passer l'idée d'un réchauffement climatique. Donc, je continue à prendre 0,7 degrés en 120 ans. La deuxième thèse du GIEC, c'est que ce réchauffement est dû aux émissions anthropiques de CO2. Et le troisième, c'est que ce réchauffement va s'accroître, va continuer. Alors, la différence fondamentale pour nous, le point d'achoppement pour nous, c'est que non seulement on n'a pas prouvé que le CO2 était responsable de ce modeste réchauffement. Plus tard, si on a le temps, je vous montrerai des résultats qui font voir que la température de la Terre a été beaucoup plus élevée que maintenant, qu'il y a eu des périodes très rapides où l'augmentation qu'on pouvait considérer comme moyenne a passé de 10 degrés, a augmenté de 10 degrés en quelque temps. Donc, le fait, alors, il y a d'autres éléments, je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant, d'autres éléments qui montrent que le CO2 ne peut pas être responsable. On n'a pas prouvé. Toutes les affirmations que l'on donne ici
sont issus de quelque chose dont je parlerai peut-être plus tard, des modèles. Les climatologues, oui, Si vous le souhaitez, je peux déjà, montrer à l'écran peut-être le premier graphique? C'est comme oui, vous voulez. oui, Oui, oui. très bien. Mmh. Alors, ce graphique est tout à fait remarquable. Ça a été dans le film d'Al Gore, peut-être qu'on en parlera, dans le film d'Al Gore, un élément central. À un moment donné, j'ai fait une conférence d'une heure et demie pour dénoncer, d'autres l'ont fait aussi, pour dénoncer les mensonges, les manipulations, les fabrications qu'il y a dans ce film. Je crois qu'il vaudra la peine d'en parler un peu plus tard. Alors, il avait ces deux courbes sur le tableau. Donc, une courbe augmentation de température, montrant la température, l'évolution de la température, l'autre, celle du CO2. Visiblement, il y a corrélation, enfin, elles sont pareilles. Si je n'étais pas mathématicien, je dirais qu'elles sont parallèles. Euh, et donc, sans plus de réflexion, et j'ai honte de ne pas avoir trouvé moi-même ça, sans plus de réflexion, on a admis que si, cette corrélation, en fait, était montrait l'influence de l'augmentation du CO2 sur l'augmentation de température. Ça paraissait normal. Or, un instant de réflexion montre que ça n'est pas si simple que ça. Des recherches plus poussées ont montré qu'en réalité, ces deux courbes étaient décalées d'environ 800 à 1000 années, qu'elles étaient décalées et que celle de la température précédait celle du CO2. Ça veut dire que l'augmentation de température était responsable de l'augmentation du CO2 et non le contraire. Et un instant de réflexion et des éléments qu'on a tirés des études de géologie, à un moment donné dans l'histoire, prenons cet exemple 18 000 ans avant notre ère, euh, la température augmente dans l'hémisphère sud, c'est d'ailleurs la réalité, les glaciers commencent à disparaître, donc, puisque la température monte. Or, la solubilité du CO2, parce que l'océan est l'un des principaux réservoirs de CO2, or la solubilité du CO2 dans l'eau, elle, elle diminue lorsque la température augmente. Le CO2 est donc moins soluble s'il fait plus chaud. Ça veut dire qu'il reste davantage dans l'atmosphère. Et on a une explication très simple du fait que cette courbe précède l'autre. Évidemment, on ne fait pas beaucoup de publicité. L'obédience ne fait pas beaucoup de publicité autour de cette découverte. Et si vous avez l'occasion de voir le film d'Al Gore, vous prendrez plaisir à le voir courir. Il a un tableau de 10 mètres de long et de le voir courir sous ce tableau en montrant les deux courbes qui oscillaient en même temps. Bon, Ah, alors on peut volontiers parler de Al Gore maintenant. Je me permets peut-être juste une petite remarque, d'un point de vue juste matériel pour attirer vraiment l'attention sur les personnes qui nous écoutent. Alors nous savons que de nos jours, l'économie, l'aspect matériel gouverne le monde. Alors ça, je pense que ça on va en parler maintenant avec le film d'Al Gore, mais si on le regarde par exemple des villes comme New York, comme Miami, comme Dubaï, hem, on nous promet une augmentation du niveau de la mer. Or, le prix de l'immobilier je vous n'a pas écoute. chuté. Alors on pourrait s'interroger sur déjà ce type de thèse, puisque si il y a un danger si important, on pourrait se douter que le prix de l'immobilier chuterait de manière conséquente. Alors maintenant, pour revenir justement au film d'Al Gore, pour rappel, Al Gore était, je crois sauf erreur, est un démocrate, était vice-président des États-Unis, a gagné l'élection présidentielle pour finalement, il a été éjecté parce qu'il y a eu fraude, je ne sais plus l'histoire exacte, mais le résultat des courses, c'est qu'il n'a pas été président et qu'il s'est de cette manière reconverti dans une sorte de gourou pour la défense, du climat.
Alors peut-être pourriez-vous nous parler de toutes les contradictions qui englobent le film d'Al Gore, qui est un film, je pense qu'on peut le dire, un film de propagande. C'est sûrement un film de propagande. Heu, Al Gore a fait une tournée de conférences, dans le monde, heu, je pense en 2002 peut-être, 2002-2003. Il a fait un livre en 1992, qui s'appelle, «Sauver la planète». Donc le film d'Al Gore, heu, peu après sa sortie, donc il a reçu le prix Nobel de la paix avec Pachauri qui était le président du GIEC, ingénieur des chemins de fer, alors qu'on nous reproche de ne pas être des climatologues. Hem, donc ce film reçoit le prix Nobel, ça fait un tapage, on le présente dans les écoles, il est obligatoire dans les écoles françaises, le présenter dans les écoles du Royaume-Uni, et un père de famille s'indigne, peut-être qu'il faisait partie d'une équipe, s'indigne, dépose plainte. Il y a une enquête qui s'ouvre, il y a une instruction judiciaire qui se fait, et le juge, c'est étonnant parce qu'on sent tout au long, j'ai toutes les pièces du procès qu'on trouve sur internet, on le sent proche du GIEC, on le sent proche des thèses du réchauffement. Néanmoins, il reconnaît qu'il y a au moins 18 erreurs graves dans le film, et ces erreurs, je vous en donne la liste parce qu'elles sont au cœur de ce qu'on dit. Erreur 11, l'élévation du niveau de la mer jusqu'à 7 mètres. Erreur 12, les atolls du Pacifique inondés. Erreur 13, destruction du tapis roulant océanique. Erreur 3, coïncidence directe entre la montée du CO2 dans l'atmosphère et celle de la température en référence à deux graphiques. C'est les deux qu'on vient de montrer. Erreur 14, les neiges du Kilimandjaro. Erreur 16, le lac de Tchad qui s'assèche. Le 18, l'ouragan Katrina. Le 15, mort des ours polaires. 13, récifs de corail. Et il en étudie 9 parce que ça suffit à montrer, à donner raison aux plaignants. Et chaque fois, c'est argumenté, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul, il a des experts qui lui montrent pourquoi c'est faux. Donc, ce film d'Al Gore, avec tous ses mensonges, a intoxiqué la planète entière. Vous voyez l'importance de ce film. Donc, les gens qui l'ont vu, en France, encore une fois, il est quasiment obligatoire. En Angleterre, on doit mettre des précautions, on doit avertir les élèves que c'est un film de fiction, que c'est un film politique et non scientifique. Voilà pour Al Gore ce qui est important de savoir au minimum, je veux dire. Mais Donc si on a une minute, hein, je vous lis oui, je tout vous à fait, allez-y. une description tirée de son film, mais à elle seule, elle devrait montrer l'inanité. Si le Groenland se cassait et fondait, ou si la moitié du Groenland et la moitié de l'Ouest antarctique disparaissaient, ce qui arriverait à la baie de San Francisco, beaucoup de gens vivent là, la Hollande, les contrées basses, dévastation absolue, la région de Beijing est la demeure de millions de personnes, encore pire dans la région alentour, Shanghai, il y a 40 millions d'habitants, encore pire Calcutta, l'Est Bangladesh avec 50 millions d'habitants dans la région. Pensez à l'impact de quelques centaines de milliers de réfugiés lorsqu'ils seront déplacés par un événement environnemental. Imaginez l'impact, 100 millions ou plus. Ici à Manhattan, je raccourcis. Voici le site du World Trade Center Memorial après les horribles événements de 9/11. Nous disons plus jamais c'est ce qui arriverait à Manhattan. Ils peuvent mesurer cela précisément, tout juste comme les scientifiques peuvent prédire précisément combien d'eau romprait la digue à la Nouvelle-Orléans. C'est affolant, je veux dire, que les gens aient pu prendre ça pour argent comptant, que ça ait servi, ça montre de nouveau le côté idéologico-politique. Voilà, je terminais avec. Mais alors peut-être une question qui me vient, comment vous, est-ce que vous expliquez que de telles inepties soient à ce point acceptées dans la société sans aucune critique, sans aucun regard critique? C'est vraiment, on nous donne, je prends, je valide et puis on passe à autre chose. À des enfants, on pourrait le comprendre, mais là, à des adultes, il est vrai que je trouve cela surprenant.
c'est surprenant, mais si on prend l'exemple du secrétaire à l'environnement dont je viens de parler, c'est quelqu'un qui est déjà du sérail, qui est déjà, par le reste, il est convaincu. Alors ça lui apporte des confirmations supplémentaires. Et puis, les erreurs que j'ai mentionnées ici, que les ours polaires aient disparu alors que leur population a été triplée dans les 50-60 dernières années. Susan Crawford, qui était spécialiste numéro un des, des ours polaires, toutes ces études sont disponibles. Donc, mais les gens ne pouvaient pas savoir ça. Ils pouvaient penser, bon, le passage que j'ai cité est caricatural, mais il y a d'autres passages qui peuvent être plausibles quand on n'a pas de connaissances scientifiques et qu'on fait confiance aux gens qui nous les présentent. Je pense que c'est un peu comme ça que ça se fait. Et puis, si vous voulez, les gens qui, qui ont pu penser que ce film déraillait, dérapait, c'était de la fiction, pensaient avoir d'autres preuves. Il y a un tel matraquage, un tel mouvement. Quand vous avez réussi à régler la question de l'une de ces pseudo-preuves, on vous en sert 10 autres. Et ça recommence, c'est le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. Voilà un peu j'envisage votre question. Oui, oui, tout à fait. Cet après-midi, en préparant un petit peu notre discussion, je voulais aussi mettre en garde les gens qui vont regarder cette vidéo et qui sont peut-être abonnés aussi à ma chaîne, de se méfier peut-être presque par réflexe de tout ce qui est obligatoire. Et là, on comprend bien, donc c'est une nouvelle théorie de plus, que le réchauffement climatique est obligatoire, sous peine d'être exclu, de la sphère de respectabilité, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais revenons-en aux aspects, à la complexité scientifique. Alors si vous le voulez bien, on va parler maintenant des différents paramètres, des modèles, du CO2, et je vais vous Peut-être, mettre à l'écran, si vous avez le justement. temps, si vous avez le temps, comme on est dans ce, c'est un texte absolument admirable qui est peu connu. Je vais en lire quelques passages puisqu'on a un peu de temps, hein, vous m'arrêterez si ça déborde. Stephen Schneider, 1989, c'est un des maîtres à penser de mort en 2010-2012. Il faisait partie de l'Académie des sciences des États-Unis. Mais c'est un des maîtres à penser de toute l'obédience. Voilà ce qu'il écrit en 1989. D'un côté, en tant que scientifique, nous sommes éthiquement liés à la méthode scientifique, ce qui signifie dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et indiquer aussi les doutes, les mises en garde, les conditions de validité. D'un autre côté, nous sommes des êtres humains. Et comme la plupart des êtres humains, nous souhaiterions un monde, là on voit apparaître l'idéologie, nous souhaiterions un monde meilleur, ce qui dans ce contexte signifie réduire le risque d'un changement climatique potentiellement désastreux. Pour ce faire, nous avons besoin du soutien d'une base élargie, de capter l'attention du public. Ceci se passe bien sûr par une bonne couverture médiatique. Nous devons donc présenter des scénarios effrayants, faire des déclarations spectaculaires, simplifier, en taisant les doutes que nous pourrions avoir. La résolution de cette double contrainte éthique dans laquelle nous nous trouvons n'est pas simple. Un des maîtres à penser du GIEC, c'est un texte qui dit tout. Le texte le GIEC a été créé une année avant. Et voilà ce qu'il écrit. Est-ce qu'on veut trouver une meilleure preuve que ça, une meilleure information? Oui, on comprend bien la volonté, en tout cas, de faire peur et d'effrayer et puis de contrôler ensuite, par ce biais-là. Alors, peut-être, je vais mettre le graphique, enfin le petit PDF que vous m'avez envoyé. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer cela pour qu'on comprenne aussi la complexité scientifique derrière le dit réchauffement climatique? Alors, on ne peut pas mettre le climat dans un livre, on ne peut pas prendre le climat. Donc le scientifique doit extraire de la réalité qu'il a sous les yeux des éléments, on appelle ça des paramètres, qui, dans la mesure du possible, sont mesurables ou modélisables
et puis de lier tout ça avec des équations. On fait ce qu'on appelle des modèles. Quand on veut travailler avec ces paramètres, les plus simples, pression, température, on est en présence, surtout lorsqu'on travaille au niveau du globe entier, on est en présence d'une litanie, d'une infinité de chiffres. Il faut donc pouvoir les traiter, ces chiffres. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est de partager le globe terrestre, la sphère, la boule du globe terrestre, en petits quadrilatères qu'on appelle un maillage. Il y a beaucoup d'autres façons de le faire. Et puis, dans chacune de ces mailles, on effectue un certain nombre de mesures. Ces mailles peuvent avoir, disons, 200 kilomètres de côté, de 100 à 300 kilomètres de côté. C'est-à-dire que la Suisse peut être une seule maille, aurait pu être une seule maille, mais on va commencer à évoluer, mais en gros, c'est de cette manière que ça se passe. Donc, on fait un certain nombre de mesures dans la maille, dans chacune des mailles, on fait la moyenne de toutes ces mesures, puis après on fait la moyenne des moyennes. Alors, chaque maille représente, si on regarde cette image, chaque maille de la boule représente un morceau de la surface terrestre. De cette manière, on peut collectionner, on peut obtenir autant d'informations mesurées, mesurables que l'on veut, pression, température, etc. Et la moyenne, c'est ensuite ce qui va nourrir qui entre dans des modèles et qui va nourrir les ordinateurs. Il faut faire attention avec le mot modèle. Dans les arts, dans la peinture, le modèle, c'est l'objet qu'on représente. Tandis qu'ici, le modèle, c'est l'image qu'on a de l'objet qu'on veut représenter. On a inversé le. Donc, ces modèles, on les met sur des ordinateurs, on fait tourner les ordinateurs, et puis on regarde la sortie. Maintenant, le problème, c'est celui-ci, c'est que tous les systèmes de l'atmosphère sont des systèmes, pas tous, mais une bonne partie sont des systèmes qu'on dit chaotiques, sensibles aux conditions initiales. C'est-à-dire que la moindre erreur sur les mesures peut vous faire amener ailleurs, peut vous faire, vous le verrez où on peut le voir sur d'autres courbes. Peut-être, attendez, peut-être pas celle-là, la suivante encore. La suivante. Alors ça s'appelle la courbe spaghetti. Vous avez en noir, au fond, les mesures réelles de température, celles qui ont été observées. Et puis, le fouillis qui est en haut, ce sont des prédictions faites avec différents modèles. Alors, évidemment, le GIEC va privilégier celles qui sont tout en haut, parce que sur la ligne des ordonnées, c'est la température. Et ça ne s'est pas amélioré. Là, je crois qu'il y a une centaine de modèles qui ont été faits. Vous voyez le sérieux de la chose. Puis on est loin. Si au moins on était proche de la réalité. Alors là, ça s'arrête à 2010. Si on a maintenant celle de 2022 que j'ai vue, mais que je n'ai pas mise ici, on a la même chose. La courbe de la réalité est largement inférieure au fouillis des courbes qu'on a là-dessus. Alors peut-être un autre point, parce que là on a abordé justement la question du maillage, on a abordé la question des modèles, de la modélisation, mais il y a peut-être aussi un autre point sur lequel il me semble nous devons insister, c'est la non-corrélation entre le réchauffement climatique et l'augmentation du CO2. Alors tout d'abord, peut-être pour qu'on comprenne bien, pourquoi le GIEC et les réchauffistes mettent une telle importance sur les CO2? Pourquoi fondamentalement le CO2 est pris à partie, si j'ose dire, par les réchauffistes? Pour une raison à la fois très simple et très compliquée, et là je ne fais que des hypothèses.
L'idée, c'est de changer le monde. Pour changer le monde, d'ailleurs on l'entend dire assez souvent, grand reset, etc. Pour changer le monde, il faut faire peur aux gens. Difficile de changer le monde sans avoir un moyen de pression. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, c'est des hypothèses que je fais, qu'on ne peut pas vérifier. Et ça, c'est en tout cas, ça relève de la plausibilité. Qu'est-ce qu'on a à disposition qui soit commun à toute la Terre? C'est l'atmosphère. Donc, si on veut effrayer, et on a vu ce que disait Schneider, un des pontes, un des maîtres à penser de toute l'obédience, si on veut influencer l'homme, lui faire peur, qu'est-ce qu'on peut prendre comme gaz? Les gaz à effet de serre, et ça c'est aussi une chose dont il faut qu'on parle, les gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont principalement deux. Sur la masse totale des gaz à effet de serre, on a le 95% qui est la vapeur d'eau et le 5% qui est le 4% qui est le CO2. Et c'est le minoritaire qu'on incrimine. Pourquoi dans mon hypothèse? Si je file cette hypothèse. Parce qu'on ne peut pas punir les gens avec la vapeur d'eau. Qu'est-ce qui reste? Quelque chose qui est d'usage courant, qui fait partie du monde du commerce, de tous les jours, l'automobile et les industries. On a tout mis ensemble, ce qu'il fallait pour voir pourquoi. Sinon, on ne peut pas comprendre. Parce que la vapeur d'eau, elle est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant, on le voit à la spectroscopie, beaucoup, beaucoup plus puissant que le CO2. Donc la bande spectroscopique, elle est beaucoup plus large. Voilà. Je pense répondre à votre question par une hypothèse. Alors, peut-être maintenant pour donner aussi des outils aux personnes qui nous écoutent, si le réchauffement on a compris qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, mais postulons-le D'accord. malgré Je tout, crois qu'il n'y qu'il en ne a pas. serait pas dû au CO2. Mais alors, fondamentalement, qu'est-ce qui influence la Terre pour qu'il y ait des hausses et des baisses du niveau de la température? Quel est le facteur principal fondamentalement? Alors, en fait, on n'en sait rien. Les grandes glaciations, on a des hypothèses qui sont presque vérifiées. Les grandes glaciations, il y en a une vingtaine dans le dernier million d'années. Les grandes glaciations sont probablement dues à des éléments de l'orbite terrestre. Ça s'appelle les thèses de Milankovitch, qui sont très généralement partagées. Ça, c'est les grandes euh, glaciations. Ensuite, on peut penser que l'axe de la Terre, on sait que l'axe de la Terre oscille, décrit un cône en 27 000 ans, mais ça n'intervient pas là. Ça, c'est une possibilité. Regardez ce que je vais vous expliquer, ou écoutez ce que je vais vous dire. C'est pas cette coupe, mais on va y venir. 1850, 1900, la température monte. 1900, 1910, elle baisse. 1910, 1945, elle monte. Le CO2 est encore peu présent, pratiquement. 1910, 1942, 1945, elle monte. 1945, 1980, on craint une glaciation, je vous l'ai dit avant. 1980, 1998, la température monte. 1998, 2010, 2009, elle baisse. Elle stagne ou elle baisse. 2008, 2015, elle monte. Et maintenant, elle est de nouveau en train de baisser légèrement. Personne n'est en mesure d'expliquer ça. Personne n'est en mesure, si on faisait un cours là-dessus, je vous montrerais des études de Leroy-Ladurie qui a étudié l'évolution du climat dans les 1000 dernières années.
enfin, dans de l'an 1000, si vous voulez, et vous voyez des périodes qu'il a admirablement analysées, des périodes de grande glaciation, 1550, 1600, puis des périodes de fort réchauffement, puis des périodes glaciales. Le début du 20e, du 19e siècle a été glacial. C'est la fin du petit âge glaciaire. Mais on n'a pas personne n'a d'explication de ça. On ne peut pas dire que quand, quand la température baisse, c'est par manque de CO2. Il serait peut-être capable de le dire d'ailleurs. Ça ne jouerait pas tout à fait. Donc vous voyez qu'on est, nous, la différence entre eux et nous, c'est que nous, on dit on ignore, eux disent on sait. Et le premier commandement du scientifique, c'est de dire j'ignore quand il ne sait pas. On peut toujours formuler des hypothèses, quitte à ce qu'elles soient ensuite démenties. Une question qui me vient et peut-être, là, vous n'aurez peut-être pas forcément la réponse, mais en effet, là, nous avons parlé de plusieurs choses. Donc le réchauffement climatique anthropique, évidemment, c'est dû à l'homme et dû évidemment au fait qu'il consomme. Et on voit de plus en plus un lien évident, heu, il me semble, qui est mis en avant au niveau du storytelling. Donc la consommation de viande, les paies de vaches, donc le méthane, serait en partie aussi responsable du réchauffement climatique, comme le fait d'avoir une voiture, d'où, les nouvelles politiques qui nous poussent à avoir des voitures électriques. Alors peut-être ça, on viendra dans un deuxième point au niveau des absurdités, des solutions des réchauffistes. Mais est-ce qu'on peut postuler, est-ce qu'on peut dire, l'homme n'a aucune incidence sur le climat, parce qu'une certaine manière, la nature est trop puissante, est trop importante et donc toutes ces fluctuations, comme vous l'avez dit avant, on n'a peut-être pas toutes les explications, mais nous, humains, n'avons aucune incidence sur le climat de manière générale. Est-ce qu'on peut postuler cela ou c'est un peu excessif? Alors, j'applique un principe de proportionnalité. On n'a pas l'intuition de l'énormité de notre globe. On n'a pas cette intuition. On a des distances, on dit oui, c'est 12 000 kilomètres de diamètre, mais on n'a pas. Maintenant, si on essaye d'intuitionner ça, et puis on fait le rapport avec les 8 milliards d'habitants, c'est un infiniment rien par rapport au reste. Par contre, ce qu'on peut influencer, c'est la pollution, ce qui est autre chose. Le gaz, le CO2 n'est pas un polluant, c'est un gaz nécessaire à la vie. En revanche, il y a d'autres gaz qui sont et d'autres maléfices qui affligent notre Terre. La pollution, c'est un autre problème, mais on fait l'amalgame malhonnête entre CO2 et pollution. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose, mais je n'ai pas de réponse. Le principe de proportion que j'utilise ici me tend, m'amène à la quasi-conviction que nos ébats de l'humanité, de l'humain, n'ont guère d'incidence sur cette énorme chose. Sauf la pollution, parce que la pollution elle perturbe les choses dont nous avons besoin. Par exemple, je vais donner un exemple qui parlera à tout le monde. En Suisse, c'est le cas et je pense évidemment dans les pays européens, mais les les voitures qui ont des gros moteurs sont taxées de manière évidemment beaucoup plus importante que les petits moteurs et puis encore plus spécialement des voitures électriques. Est-ce que ce type de politique, d'un point de vue vraiment scientifique, font sens, ou vraiment ou pas du tout puisqu'ils n'ont il y a visiblement aucune incidence, aucune différence entre un petit et un gros moteur? Bon, je suis quand même gêné par cette circulation qui est délirante. C'est-à-dire que ce qui sort du pôle d'échappement, il y a de l'eau et de la vapeur d'eau, il y a du CO2. Le CO2, la vapeur d'eau, c'est un peu plus, ça a peut-être un peu plus, mais il y a d'autres gaz quand même qui sortent. Et puis, je n'ai pas la prétention de maîtriser
le problème de la voiture dans notre société, dans son incidence sur les problèmes climatiques. Faisons la différence. Sur notre société, c'est plus facile à avoir des points de vue péremptoires, mais sur les questions du climat, bon, la période de la mort des forêts, on a pensé que c'était les NOx, ces oxydes d'azote euh, sortant des moteurs, etc. Mais on a inventé le catalyseur qui a en bonne partie réglé la question. Voilà, donc entre une grande voiture et une petite voiture, je ne peux pas dire, on emploie plus de matériel pour le même rendement, donc c'est du gaspillage, si vous voulez. On voit passer ces énormes voitures. Euh, je crois qu'on peut pas, on peut dire que c'est du gaspillage. Mais j'ai pas Oui, d'autres je me choses. permettais juste cette question parce qu'évidemment, là, depuis le début de notre discussion, on, on a remis en question le postulat du GIEC et des réchauffistes. Donc évidemment, je voulais un peu continuer ce faux postulat au niveau des solutions, parce qu'évidemment, tout ce qu'ils proposent, à mon sens, et je pense que vous me rejoindrez là-dessus, tout ce qu'ils proposent comme solution sont évidemment contre-productives. Alors, je ne sais pas si vous voulez peut-être parler de ça, mais nous pourrions éventuellement parler des énergies dites renouvelables et peut-être leurs éventuelles absurdités sur le monde. Je ne sais pas si vous voulez peut-être parler de cela, éventuellement peut-être des éoliennes ou peut-être des panneaux solaires, par exemple, qui sont Ouais. les deux grandes solutions proposées à l'heure actuelle à l'homme de la rue, comme dirait Dominique Tassoua. C'est donc le problème de l'énergie. Je pense que la faute majeure que nous avons commise en Suisse, c'est de laisser tomber le nucléaire sans autre, l'éliminer alors que nous n'avions pas d'énergie de rechange. On voit que l'Union européenne, la France d'abord, euh, dit, Macron, dans une conférence à Bruxelles, a dit la transition énergétique ne se fera pas sans le nucléaire. Van der Leyen, Union européenne, même discours à peu près en même temps, malgré les clameurs clameurs des Verts. Certains pays du Nord se mettent au nucléaire. La Chine fabrique, vend quelques centrales nucléaires par année aux pays voisins. Donc, c'était à ne pas abandonner avant d'avoir autre chose. Maintenant qu'on l'a abandonné, le fossile, c'est le 80% de nos énergies. On ne peut pas punir les gens, les pays en voie de développement ou sous-développés, euh, en leur enlevant ce qu'ils ont, leurs propres produits. Quand la Banque internationale met de l'argent dans un pays d'Afrique, c'est pas pour aider les gens à vivre, c'est pour les empêcher d'utiliser leurs ressources. Et en les empêchant d'utiliser leurs ressources, on les condamne. C'est-à-dire qu'ils utilisent des moyens, euh, par exemple des excréments ou des choses comme ça pour préparer leur repas. Alors que il ne faut pas se tromper, l'énergie, le pétrole. Est-ce que vous pensez une seconde que les Russes vont fermer leur puits de pétrole? Une seconde. Mais on va utiliser, c'est pas un souhait, on va utiliser jusqu'au dernier gramme de ce qui est utilisable. Par ailleurs, les gaz sont des gaz, on dit on a le gaz, mais le gaz, ça vient de l'énergie fossile. C'est une manière de. Maintenant, le renouvelable. Ouais, tout ce qu'on peut trouver comme énergie, quand c'est raisonnable, c'est bien de le faire. Les panneaux solaires, ça me paraît raisonnable. L'éolienne, c'est une vaste fumisterie. L'énergie qu'on obtient, elle est dérisoire. Euh, vous allez massacrer, sacrifier des régions entières, euh, tuer, on parle de biodiversité qu'on veut protéger et on met des constructions de 200 mètres de haut, de 1500 tonnes de béton et de ferraille
Pour les faire marcher, il faut faire venir ce qu'on appelle des minerais rares de certains pays d'Afrique ou d'Asie. Est-ce que c'est raisonnable? Le problème majeur de ces deux énergies, c'est qu'elles sont intermittentes. Or, nous, on a besoin d'énergie à un moment donné. Or, on ne peut pas stocker l'énergie. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Quand il n'y a pas le soleil, il n'y a pas d'énergie solaire. Donc, qu'on les utilise, mais pas en massacrant notre paysage et notre pays. On a moins de risques avec l'énergie solaire. Je veux dire, on peut les mettre sur des toits. Si on ne fait pas des âneries comme on voulait en faire en Valais, dans les vallées alpestres avec des surfaces énormes de panneaux solaires. Donc, tant mieux si on peut récupérer de l'énergie là. Le nucléaire va revenir au galop. De tous les côtés, on en parle parce que c'est la seule énergie qu'on ait qui est quasiment inépuisable. Et puis, il faut voir dans quelles conditions on travaille dans ces mines pour extraire ce minerai rare. On sait que il faut 500 000 litres d'eau pour obtenir quelques kilos d'un certain minerai, une eau qui n'est plus utilisable. Bon, c'est innommable ce qu'on fait dans certains pays d'Afrique ou d'Asie. Et puis, la voiture électrique, tant mieux si ça marche, mais on n'a pas d'électricité. On pleure de ne pas avoir d'électricité, et puis on prend des voitures électriques qui sont difficiles à recharger. Il y a quelques années, Bertrand Piccard, après son vol solaire, a déclaré sur une chaîne française que j'ai entendue de mes oreilles que dans 10 ans, donc il y a 8 ans de ça, que dans 10 ans, tous les grands transporteurs aériens voyageront à l'énergie solaire. Et ça a diffusé, les fausses nouvelles diffusent comme beaucoup mieux que les bonnes. Maintenant, le problème de l'intermittent, c'est un autre que vivent les Français. Pour des raisons idéologiques aussi, tant qu'on a de l'intermittent, ils ont la priorité. Et on rachète l'intermittent au prix plus cher que si on utilisait l'électricité ordinaire. Quand les intermittents ne fonctionnent pas, on doit faire fonctionner des centrales thermiques. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Donc le problème énergétique, moi je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais il n'est pas résolu et il faudra bien s'y atteler. Peut-être encore deux points que nous pourrions aborder. Et là, c'est un point que vous abordez aussi dans votre ouvrage. Il y a quand même un aspect émotionnel. Par exemple, quand vous discutez avec des amis, avec vos parents, grands-parents, etc., il y a toujours cette phrase qui arrive, à l'époque, soit il neigeait plus, ou à l'époque, le Mont Blanc ou que sais-je encore, était enneigé beaucoup plus rapidement et beaucoup plus longtemps. Et il est vrai que de nos jours, c'est difficile de contrer ce type d'argument. Alors peut-être avant que vous répondiez, j'aimerais citer Étienne Klein, qui est quand même un scientifique et aussi un idéologue évidemment, qui a fait un tweet à ce sujet. Le Mont Blanc a beau avoir perdu 2 mètres d'altitude, il n'a rien perdu de sa majesté. On peut donc perdre sans perdre. Donc là, évidemment, il est sur le côté émotionnel et sur le côté évidemment idéologique du fait que chaque année, le Mont Blanc s'affaisse et aussi sur le fait qu'évidemment, il n'est plus aussi enneigé qu'il y a dizaines, trentaines, cinquantaines d'années. Alors vous, cher Jean-Claude Pont, que répondez-vous à ce type de remarques sur l'aspect émotionnel que les gens pourraient faire pour approuver la théorie du réchauffement climatique? Le problème, c'est celui du recours à l'histoire. Dans les nombreuses disciplines
qui interviennent dans la climatologie. Il y en a une dizaine, c'est pour ça qu'être climatologue, ça ne veut rien dire. Il y a une dizaine. Dresser la liste et démontrer à quel point, où telle la chimie, l'astronomie, les mathématiques, l'histoire, la géologie, l'océanographie, la glaciologie, la géologie, la vulcanologie, toutes ces disciplines interviennent quand on se pose la question du climat. Parce que quand on se pose la question du climat, on fait des comparaisons. On dit autrefois, mais quand on dit autrefois, il ne faut pas s'arrêter à 30 ans. Si on veut parler de l'autrefois, il faut parler de l'autrefois. Il faut penser que le glacier du Rhône allait jusqu'à Lyon, qu'il est remonté 400 km, que le glacier d'Aletsch a été beaucoup plus court qu'il n'est aujourd'hui et qu'il a été beaucoup plus long qu'il est aujourd'hui, que le bassin lémanique a été visité une vingtaine de fois dans l'ère quaternaire par des glaciers. Est-ce que les causes qui sont responsables de ces immenses phénomènes ne peuvent pas être responsables des modestes, pénibles, qui nous font mal au cœur? J'ai été guide, donc je suis sensible à ça, qui nous font mal au cœur, qu'on observe maintenant. Quand on s'intéresse au climat, il faut se pencher sur le passé. C'est ce qu'a fait dans une des courbes que je vous avais données, c'est ce qu'a fait, et ça a fait une bataille terrible d'ailleurs, c'est ce qu'a fait le roi Ladurie. Peut-être que ce serait intéressant de faire juste ce passage parce que c'est intervenu. C'est la courbe en jaune, il y a du jaune. Voilà, celle-là. Voilà. La première que vous avez là, voilà. Ça, c'est le roi Ladurie. Quand vous regardez ça, vous avez la période médiévale. On parle de l'optimum médiéval et ça a été démontré partout. Il y avait un optimum médiéval, probablement plus chaud qu'aujourd'hui. Mais évidemment, ça ne va pas avec les thèses du GIEC parce qu'ils disent, j'ai peut-être oublié de le dire avant, que la situation actuelle ne s'est jamais vue dans l'histoire, ou en tout cas dans les 2000 dernières années. S'il y a un cas où ça a eu lieu, évidemment que leur thèse tombe puisqu'il n'y a pas de CO2 dans ces périodes, presque pas. Donc c'est un contre-exemple manifeste. Et ensuite vient le petit âge froid qui commence vers 1350, quelque chose comme ça, et qui s'achève vers 1850. Donc ça, c'était la contre-preuve évidente de la fausseté de la thèse de la relation CO2 et température. Évidemment, c'était dramatique pour le GIEC. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la figure suivante. C'est la fameuse courbe de Mann en crosse de hockey. Mann, en 1900, autour de 1998, quelque chose comme ça, il a fabriqué cette courbe. Il a gommé le petit optimum médiatique du Moyen Âge. Regardez sur la courbe, il n'y a plus d'optimum. Ça a fait un tollé, il y a eu des batailles. Et puis, les meilleurs statisticiens ont pris en défaut ce travail, au point que le GIEC, qui en avait fait son cheval de bataille, l'a supprimé de ses rapports. Mais il y a les pompiers de service qui sont intervenus. On a fabriqué d'autres choses. On a laissé dormir le feu sous la braise. Et puis, on l'a vu ressusciter plusieurs fois, avec chaque fois une attaque, on peut dire, mondiale contre, à part le sérail de l'obédience. Tout le monde a admis que cette courbe, que c'était une fabrication. Donc, vous voyez le type de fonctionnement qu'on peut voir. Et on peut aussi relever, et ça je pense que c'est aussi un des messages sous-jacents, c'est qu'il y a une certaine malhonnêteté de la part du GIEC au niveau de ses méthodes, pour expliquer, enfin pour démontrer le dit réchauffement climatique.
et on comprend bien, en vous écoutant, toute l'arnaque, si j'ose dire, qui se cache derrière. Hem, J'ai dressé la liste d'une douzaine de de méthodes utilisées et qui sont hautement critiquables. Je voulais peut-être, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. oui, on a le temps. Moi, je voulais vous montrer cela aux personnes qui nous écoutent, parce que ça, vous en parlez aussi dans votre ouvrage. Ça, c'était sauf erreur de ma part, ce sont les opposants au GIEC qui ont été placardés comme cela, comme des parias. Il y en a une autre que je ne vous ai pas remise, où on voit un seul, ce sont des chercheurs de premier plan dans le domaine de la climatologie qui ont été placardés sur les sur la ville de Paris. Ça montre la manière de faire. Quand on n'est pas assez bon dans les arguments, on s'en prend à la personnalité. C'est de bonne psychologie, si on peut dire. Et un élément sur lequel j'aurais voulu insister, parce que la presse maintenant matraque dans ce sens-là, c'est à propos du CO2, toujours. Euh, la quantité de CO2 qui provient de l'Union européenne, c'est le 1/2 millième de la Terre. Celle de la France, c'est le 1/20 millième. Vous m'entendez bien? Le 1/20 millième. Et on dit, il ne faut pas manger de beefsteak. On dit, il faut tuer le bétail. On dit, le matin dimanche aujourd'hui, le matin dimanche il y a une semaine, il y a un matraquage, il faut supprimer on va laisser le temps aux agriculteurs de se recycler. Et c'est innommable. Le méthane, c'est un gaz euh, qui est présent dans l'atmosphère par un millionième, c'est-à-dire qui augmente de un millionième par année. Tout ça. Maintenant, si vous prenez les quantités encore de CO2 que produisent les différents pays, la Chine, c'est quelque chose comme 5 milliards de tonnes. L'Inde, c'est 2 milliards et demi de tonnes. Les États-Unis, c'est peut-être un peu moins. La France, c'est 300 millions contre 5 milliards. La Suisse, c'est 30 millions. Et puis, on veut chercher noise à nos agriculteurs. On veut empêcher les gens de manger de la viande. Vous voyez ce que ça pèse un steak, ou 1000 steaks, ou 100 000 steaks, la contre. Mais c'est abominable. C'est abominable. Et Tout à on va, fait, oui, excusez-moi, je voulais pas vous interrompre. non, Mais en effet, j'en parlais dans une précédente vidéo avec un autre invité, parce que là, nous avons débuté cette entrevue avec l'aspect scientifique, mais là, il y a aussi l'aspect idéologique auquel nous attaquons. Et il y a en effet une volonté idéologique derrière tout ça, il me semble, qui est très paradoxale, puisque en voulant que les populations arrêtent de manger de la viande, outre évidemment l'attaque contre la masculinité, puisqu'évidemment on associe la masculinité au fait de manger de la viande, on pourrait aussi prolonger la réflexion avec le fait que nous attaquons à l'agriculture d'une certaine manière et aux paysans et évidemment à leur métier. Mais autre point peut-être qui ira dans votre sens, et ça c'est vous qui le citez dans votre ouvrage, et qui est vraiment, je trouve, assez odieux au point de vue de l'idéologie. Alors, je vais citer tout le paragraphe. Dans une conférence devant l'American Geophysical Union à San Francisco en 2008, donc là on revient sur le fameux Al Gore. Al Gore déclarait: «Vous avez le devoir de réduire au silence ceux qui s'opposent aux avis du GIEC». Et ensuite, plus loin, le vice-président du GIEC et candidat à la présidence, Jean-Pascal van Ypersele, n'est pas en belge. reste. Il déclare que ceux qui critiquent le GIEC sont des négationnistes qui mènent un combat d'arrière-garde contre le GIEC
pour tenter de protéger les intérêts des lobbies du charbon et du pétrole. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de le soulever et j'invite les personnes qui nous regardent à regarder peut-être l'autre entrevue que j'ai faite sur l'aspect plutôt écologie et mondialisme, où évidemment on commence à traiter les gens de négationnistes dès le moment où ils réfutent les thèses du GIEC. Et il me semble que nous devons combattre cela parce que ce n'est pas des accusations à prendre à la légère. Un autre point peut-être qui est très intéressant et qui m'a fait beaucoup rire, si j'ose dire, dans votre ouvrage, c'est un des chapitres, qui traite des aides. Donc lorsqu'on est chercheur, lorsqu'on s'intéresse à divers sujets, évidemment, on a besoin de subsides et pour avoir ces subsides, nous sommes obligés, à moins de résister, mais nous sommes obligés, d'acquiescer, de valider les thèses, du GIEC. Et il y a un chapitre sur les écureuils qui est très drôle. Alors j'essaie de le trouver maintenant. Je peux vous le dire comme ça. Alors, voilà le coup de l'écureuil. Le coup de l'écureuil. Alors je lis le petit paragraphe. Certains auteurs, en quête de subsides, ont développé une astucieuse stratégie que j'ai baptisée le coup de l'écureuil. L'idée m'est venue en écoutant sur Internet les déclarations d'un climato-sceptique réputé, Nigel Calder, qui a participé à la réalisation du film The Great Global Warming Swindle. Il disait en substance ce qui suit. Imaginez que vous soyez demandeur d'un subside en vue d'étudier la sexualité de l'écureuil. Vous n'obtiendrez que pouic. Composez alors un titre du genre Étudier l'influence du réchauffement climatique sur la sexualité chez l'écureuil. Eh bien, gling gling. C'est bingo. Donc j'ai trouvé ça très amusant parce que je pense malgré tout que c'est très proche de la réalité au niveau justement des subsides qui sont attribués aux divers chercheurs au vu de leur position qu'ils ont, envers le GIEC. Et là, je pourrais donner un exemple vécu proche de moi sur la façon dont la chasse aux sorcières qui est exercée. C'est un professeur de philosophie à Genève qui a répondu à une élève qui lui demandait ce qu'était le climato-scepticisme. Et il a répondu, c'était dans un cours, je crois, si mon information est bonne, de philosophie des sciences, peu importe. Les géographes qui sont les gardiens du temple sont montés aux barricades, ont dénoncé cet enseignant. Il y a eu une page ou deux pages complètes dans le courrier. Il y a ensuite eu une action contre lui au Grand Conseil. Ça a fini au Conseil d'État, où, là, je pense que c'est des informations sont bonnes. Euh, il a été blanchi parce que les élèves de sa classe ont été interrogés et je n'en ai plus entendu parler. Je crois qu'il est interdit. Il ne peut plus parler de ces questions. Et un autre qui enseignait à l'École polytechnique de Lausanne, qui a écrit un livre qui est tout à fait remarquable sur le problème du climat, sur les climato-réalistes, une analyse que je co-signais complètement. Il a été licencié. On n'a pas dit qu'on le licenciait, mais il a dû quitter l'école. Et il y a eu un matraquage contre lui, notamment de Martine Rebetté, qui est cette climatologue, entre guillemets, parce que peut-être voir ses publications. Vous la citez dans votre ouvrage. Voilà, c'était une star de la télévision française, météorologie. Il a émis des doutes sur les thèses officielles, les thèses de l'obédience. Il a été licencié. Et il y a des gens que je connais qui me disent, si je fais mon coming out, je n'ai plus de subsides. C'est à ce niveau-là. Et puis, les rapports du GIEC qui font, il y a le rapport du GIEC, ensuite il y a le rapport pour les décideurs. GIEC, c'est 4000
3000 pages. Ensuite, il y a un résumé technique, il y a un résumé pour les décideurs, c'est 150 pages. Le passage de 4000 à 150 est fait par des fonctionnaires et les décideurs, c'est la seule chose qu'ils ont à disposition. Puis ensuite, il y a un communiqué de presse à partir de ce résumé et c'est le communiqué de presse qui circule. Et comment se décide la vérité climatique? C'est l'organe du GIEC, qui est l'Assemblée générale, où les membres sont des représentants délégués par les 190 gouvernements, votent ligne après ligne depuis quand la vérité scientifique sort-elle des urnes. Euh, la théorie de la relativité d'Einstein est-elle vraie? On met au vote, majorité, elle est vraie. Voilà. La mécanique quantique, vraie, on vote. Ah non, alors elle est fausse. Non, mais vous vous rendez compte où on en arrive? Enfin, il y a tant de choses à dire. Bon. Peut-être un dernier point. Selon vous, je ne sais pas, moi je m'interroge toujours, vous savez, sur le nombre de pages. Pourquoi enfin, est-ce que selon vous, il y a une volonté de rendre, le rapport illisible du fait de son nombre de pages? Ou non, au contraire, c'est la complexité de la chose qui fait qu'il y a 3 ou 4 000 pages? Parce qu'il est vrai que c'est un argument qui est souvent donné, puisque c'est un travail sérieux, c'est la raison pour laquelle il y a 3 ou 4 000 pages. Pour le sérieux de ce travail, de ces rapports, il y a des gens sérieux qui y travaillent. Mais nombre d'entre eux, comme François Gervais, comme Richard Lindzen, qui est peut-être le plus grand climatologue de notre temps, ont démissionné parce qu'on a trahi leurs textes. On les a modifiés, on les a manipulés, notamment la fameuse affaire Santer, Benjamin Santer, qui a modifié le rapport final, et c'est là que le CO2 est introduit en 1995. Donc, ces rapports sont faits par des gens. Alors, Donna Laframboise, qui est une historienne sociologue canadienne, elle a étudié la façon dont sont cooptés, dont sont choisis les auteurs de ces fameux rapports. On a vu des choses, vous pouvez voir son livre, on a vu des choses incroyables. Une auteur principal qui n'avait pas fait sa thèse. Euh, une, un pourcentage de gens venant de Greenpeace qui sont dans les auteurs, alors qu'il s'agit de quelque chose de scientifique. Elle a dénombré tout ça, analysé. Par contre, c'est sûr qu'il y a un fond scientifique qui est sérieux. Par exemple, Gervais, quand Singer ou d'autres étaient dans les membres, dans les rapporteurs, ils ont fait un travail sérieux, mais il fallait que ça aille dans le sens de l'obédience. Sinon, on leur faisait des misères. On est allé jusqu'à modifier leur rapport. Alors, c'est là que le mal se passe dans le passage entre le rapport complet et la réduction faite pour les décideurs. Oui, non, c'est tout à fait incroyable et en tout cas, j'espère que les gens qui nous ont regardés jusque-là comprennent, heu, peut-être les enjeux sous-jacents qu'on a évoqués derrière l'aspect scientifique qui est évidemment à remettre en question. Heu et c'est vrai que comme je l'ai déjà dit précédemment, je suis très méfiant aux théories obligatoires. C'est-à-dire que dès le moment où c'est obligatoire, il y a quand même des raisons de se méfier. Alors, cher Jean-Claude Pau, je ne sais pas si vous voulez que je montre encore peut-être un graphique à l'écran ou quelque chose, ou est-ce que vous avez peut-être encore quelque chose à ajouter, dans nos, Une 1 de, heure 1 heure et demie? peut-être une de ces courbes. Oui? euh, bon, dans chacune de ces pour chacune de ces trois courbes qui montrent l'évolution de la température, pour celle-là de 1950 à 2020, vous voyez, la base choisie, c'est 1951-1980. Regardez bien ça.
la manipulation, c'est précisément la période glaciale. Comment la température ne va-t-elle pas monter constamment alors que le point de départ, c'est le moment le plus froid? Il y a là-dedans, vous analysez ça, vous dites: «Non, mais on a le droit, hein, c'est choix, ma foi, Oui, mais la personne qui, comme vous, n'est pas mathématicien ou n'a pas une aisance avec les graphiques et surtout avec les échelles, tombe dans le piège que vous évoquez. Parce que là, évidemment, il y a une volonté de faire tomber dans le piège, si vous d'induire montrez en erreur. les 2 autres, parce que c'est dans la même ordre d'idée, où on a choisi des bases différentes. Heu, Température moyenne, là, on a pris 1981-2010 comme base. 1981-2010, c'était une période où il y a partie réchauffement, partie stagnation, refroidissement. Ça, c'était honnête. Si vous montrez l'autre encore, celle-là, 1961-1990. Donc il y a une période froide et une période de réchauffement là-dedans. Alors, vous traitez les courbes comme ça, vous les modifiez, un peu à votre fantaisie. Puis la dernière que c'est une qui est juste un peu avant, encore là, celle-là, voilà. Celle-là, elle est équivalente à une autre. Ouais, voilà, on a fait tourner, en haut, c'est la moyenne sur 102 courbes, 102, modèles qu'on a fait tourner, et voilà la courbe qui sort. Et en bleu, c'est la réalité, c'est ce qui est observé. Même si on n'est pas spécialiste du graphique, voilà la réalité, voilà ce qu'on prédit. Et dans les derniers scénarios que le GIEC a fait, il a fait 4 scénarios pour 2100. Un scénario dans lequel le CO2 augmente d'une certaine façon, puis dans l'autre d'une autre façon, etc. Et celui qui a la préférence du GIEC, c'est celui dans lequel la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est la plus élevée. C'est 900 parties par million. Même en utilisant toutes, toutes les énergies fossiles qu'on a sur la Terre, on n'arrivera jamais à ça. C'est impossible. L'augmentation est trop fantastique. On ne peut pas atteindre ça. Et c'est pourtant le scénario, il y en a 4 autres, il y en a 3 autres. Ça s'appelle RP 8.5, enfin peu importe. Il y en a d'autres, on a choisi le pire. Et c'est les gens qui voient ça, ils voient le pire. Donc, dans ce scénario-là, si en 2100, la quantité de CO2 est de 920 parties par million, alors, c'est pas sûr, mais c'est possible que la température augmente de 2 degrés ou 2 degrés et demi. Mais pour ça, il faudrait utiliser toute la masse de pétrole, toute l'énergie fossile qu'on a sur la Terre. C'est pas sérieux. Enfin, il y a tant de choses à dire, je ne veux pas vous épuiser. Et épuiser les auditeurs. Non, non, vous m'épuisez pas du tout, mais en effet, il me semble qu'on a bien compris, vraiment, je veux parler d'arnaque et peut-être d'autres parleront de malhonnêteté. Oui, Alors, ben, je rappelle votre ouvrage, Le vrai, le faux, l'incertain. Je mettrai un lien dans la description et les personnes qui sont intéressées pourront évidemment se procurer l'ouvrage. je précise juste qu'à côté, pour actualiser ce livre, j'ai fait depuis des lettres d'information qui sont gratuites. Il y en a 23, ça fait en tout, elles font 280 pages, où j'ai traité approfondi différents sujets, soit des choses que j'ignorais au moment de la rédaction du livre, soit que je n'avais pas le temps de mettre. Je je les mettrai aussi dans la description pour les gens qui nous écoutent. Alors, cher Jean-Claude Pau, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir.